dimanche 26 novembre 2023, 13h40 à la paroisse Bon Berger de la télévision deuxième. Même heure dans toutes les églises des assemblées de Dieu du Togo. C'est le jour et l'heure de notre messe médiatique. Une messe que je dédie à tous les delphins et à toutes les delphines natifs de ce jour. Encore une semaine très meublée d'actualité. Nous parlerons de quelques-unes qui ont beaucoup fait parler d'elles aussi bien sur les médias classiques que sur les réseaux sociaux. Le sommet du G20 auquel le chef de l'État Faure Eswatini Gnassingbé a pris part, la validation du fichier électoral par l'Organisation internationale de la francophonie OIF, des plaidoiries pour la libération de Loïc Lawson et Anani Sossou, deux journalistes en détention dans une affaire de vol d'argent au domicile d'un ministre. Le lancement pour très prochainement d'un projet sur l'intelligence artificielle dont devrait nous parler Germain Pouli que nous attendons. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec les hyperbiers du Togo qui ont résisté devant les Lions du Sénégal, champions en titre de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis peut-être tendons-nous vers une lumière dans l'affaire de gestion des fonds Covid-19, des inculpations en perspective. C'est ce qu'on se demande suite au grand déballage qui a eu lieu vendredi à l'Assemblée nationale avec un exercice entre la commission d'enquête de la Cour des comptes et le gouvernement. Tout ça à parcourir avec déjà sur ce plateau Abbas Issaka, le directeur de publication du journal Le Mania Libéré, à qui je vous invite à vous associer à moi pour souhaiter une confraternelle et cordiale bienvenue. Bienvenue Abbas. Merci beaucoup Eric. Bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ce moment. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait diligence malgré votre week-end très chargé. À la technique, comme d'habitude, les deux beaux serviteurs, le patron Amouzou Messan, derrière deux caméras pour le cadrage, et de l'autre côté, fidèle à son poste, c'est bien Tchalim Alexandre qui nous met en orbite et nous distribue à travers vos postes récepteurs et aussi nous met en ligne via YouTube et Facebook pour être vu et écouté à travers le monde entier. Nous attendons l'arrivée peut-être éventuelle et incessante de Germain Pouli, le deuxième invité dans cette messe. Moi je suis Eric Tanandé, le prince héritier de la Bina. Le chef de l'État, pour commencer la messe, était à Berlin, en Allemagne, dans le cadre d'une conférence du G20. Je ne suis pas sûr que les Togolais, Abbas, le Togolais lambda, savent ce qu'on désigne par le G20. Pouvez-vous leur dire ce que c'est? Le G20, c'est quoi? C'est une rencontre politique, commerciale, quoi pour le Togolais lambda? Non, c'est une rencontre socio-économique qui rassemble les partenaires africains et les partenaires européens pour parler du développement. Et c'est sur ce point que le chef de l'État Faure Gnassingbé a assisté le 20 novembre dernier en Allemagne, à Berlin,
à ce sommet, à cette session qui a rassemblé plusieurs chefs d'État africains et plusieurs chefs d'État européens ainsi que les investisseurs économiques de par le monde entier. Donc au cours de ce sommet, il y a eu des panels qui sont passés et le chef de l'État a animé un panel. Et le panel que le chef de l'État togolais a animé portait sur l'énergie et le développement. Dans ce panel, il a eu à présenter la situation qui prévaut en Afrique par rapport à la distribution de l'énergie et de l'électricité, où il a vu qu'il y avait une inégalité entre les villes et les régions dans la distribution de l'énergie. Pour prendre le cas du Togo, il a dit qu'au Togo également, il y a ces disparités. Il a évoqué les difficultés et les contraintes liées à la distribution de cette énergie. Et Sansou, il a dit qu'au Togo, par exemple, on a jusqu'à 66% d'énergie dans les zones urbaines, contre 27% dans les zones rurales, ce qui n'est pas bon. Et il a demandé à ce qu'au moins qu'il y ait une égalité de chance dans la distribution de cette énergie. Mais le Togo se débat pour que au moins cette égalité puisse avoir lieu. Et on voit depuis longtemps, depuis quelques jours, depuis quelques années, la distribution de l'énergie dans les campagnes où les gens commencent par connaître au moins l'électricité, surtout même dans certains villages. Donc tout ça, là, il a évoqué le manque de moyens. Pour arriver à accomplir cet objectif, il faut que les moyens soient mis à disposition. Et il a invité les investisseurs européens de pouvoir aider les Africains à atteindre cet objectif où au moins on pourrait avoir de l'énergie aussi dans les zones rurales comme dans les zones urbaines. Oui, est-ce qu'il faut vraiment attendre les autres avant vraiment de se mettre au travail? C'est vrai, l'État togolais a commencé, mais on dirait que ça traîne jusqu'alors. Et puis, on se focalise sur l'énergie classique, l'énergie hydroélectrique. Bon, on dit qu'il y a 66% dans les zones urbaines, mais rassurez-vous, le savez-vous, allez dans un des quartiers périphériques de Lomé et vous verrez que les toiles d'araignée continuent par joncher. Je prends l'exemple du quartier Apesito qui devient presque un quartier en pleine ville de Lomé. Ce n'est pas possible avec les araignées là-bas. On va à Dogomé, certaines périphéries de Dogomé, c'est pareil, à Diablé, c'est vraiment pas ça encore pour le moment. Mais est-ce que on avait dit d'ici 2030, nous sommes en 2023, oui. À ce rythme, est-ce qu'on est sûr d'atteindre les 100% d'électrification en 2030? On n'est que à, si les chiffres sont réels, 106%. Oui. Mais contre 27% dans les zones urbaines, contre 27% dans les zones rurales. Disons que la route est encore longue. Oui, la route est encore longue. C'est pour cela que dans son panel qu'il a animé, il a beaucoup parlé plus sur les énergies renouvelables. On ne parle plus d'énergie classique. C'est les énergies renouvelables qu'on est en train d'assister. C'est ces énergies renouvelables qu'on retrouve dans les zones rurales à l'intérieur du pays. Ce qu'il faut, il a dit même qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut faire encore beaucoup d'efforts pour pouvoir atteindre ce que l'État togolais s'est fixé comme objectif d'ici 2030. Sans ça, on risque de tourner en rond. Donc c'est pour cela qu'il a évoqué des moyens. C'est le manque de moyens. Il faudrait qu'on donne beaucoup de moyens aux populations et au gouvernement, aux États, pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc l'énergie renouvelable, il a axé son panel sur ça.
Donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'énergie, seulement de l'énergie. On ne parle même plus de l'énergie classique. C'est pour les toits d'araignée dont tu as évoqué, c'est pas. Les toits d'araignée évoqués, ce n'est pas seulement. Quand vous arrivez, surtout dans les nouvelles constructions, dans les nouveaux quartiers. Les nouveaux quartiers, oui. Là, vous allez constater que on n'a pas encore atteint ce qu'on veut atteindre parce que les toiles d'araignée, on n'en parle pas à Djabré. Ce n'est pas possible. À Pesito ou Berzanguera, tout ça, là, c'est les nouveaux quartiers qui sont en train d'être construits. Donc, il faut mener des efforts, beaucoup d'efforts pour permettre aussi à ces localités de pouvoir voir l'électricité et la lumière. Avant même, c'est difficilement que dans certaines localités, on connaisse ce qu'on appelle l'électricité. Mais aujourd'hui, c'est chose faite grâce à des énergies renouvelables. Puisque en temps, le chef de l'État avait effectué des voyages où il a pu avoir des contrats, des partenaires sur le plan énergétique. Et on est venu distribuer les courants là dans des zones rurales. Et les gens arrivent même à utiliser les moulins à courant dans ces localités. Mais c'est qu'il faut faire encore beaucoup d'efforts. On a vu des centrales qui ont été aussi installées un peu partout. Il y a une centrale à Abrita, il y a une centrale à Lomé, donc ces centrales à Sokodé qui vont fournir des énergies renouvelables aussi avec les plaques qu'on installe pour permettre aux uns aux autres de pouvoir trouver l'énergie. Parce que le chef de l'État a fait un constat. Et ce constat est réel. Il l'a vu et il a dit. Donc je pense qu'on aura le temps, les moyens de combler cet écart qui existe entre les zones rurales et les zones urbaines. Nous l'espérons, nous sommes rejoints par Germain Pouli qui vient de faire son entrée, avec amende bien sûr pour le retard, mais un grand n'est jamais en retard, il est tout simplement empêché. Germain, bonne arrivée. Est-ce qu'un grand n'est jamais en retard? Il n'y a pas de grand ici. Non, je présente vraiment mes excuses pour ce retard. Je ne vais pas le mettre sur le dos de la pluie qui est assez forte dans mon quartier, mais mes excuses aux téléspectateurs et bonsoir à vous-même. Bonsoir à Abbas Sissaka. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du journal, du magazine Togo Réveil, et puis depuis quelques temps, mois ou semaines, président du Conseil national des patrons de presse CONAPA. Nous parlions de séjour, de la participation du chef de l'État Fort International de l'Assemblée en Allemagne au sommet du G20, dont notre journal a fait cas. Et nous cherchions à faire comprendre aux Togolais lambda les tenants et les aboutissants de cette organisation. Si je peux l'appeler ainsi, le G20, c'est quoi d'abord? Et puis, quel a été l'apport du chef de l'État togolais à cette conférence? Et Abbas Sissaka est en train de nous parler de son exposé qui a porté essentiellement sur les énergies qui sont un maillon très important dans le développement des nations. Oui, tout à fait. Je vais peut-être embrayer là où mon confrère Abbas était justement pour parler de ce plaidoyer-là que le chef de l'État a eu à faire à ce sommet, donc en faveur de l'énergie tout court. Vous savez que on dit qu'il n'y a pas de développement sans les routes. La route du développement passe par le développement de la route, comme on dit. Le développement aussi, ça passe par le numérique, par la télécommunication. Mais le développement passe par l'énergie. L'électricité, une bonne partie de l'Afrique est malheureusement dans le noir, sans énergie, sans électricité. Plus de la moitié de l'Afrique, il faut le dire, est dans le noir. Et certains pays font l'effort donc de doter leur population et leur localité d'énergie qui est importante pour tout développement.
c'est elle qui fait vivre les ménages, c'est elle qui fait fonctionner les petites et moyennes entreprises, les industries et tout ce qu'on veut. Et donc, le président a fait un plaidoyer et on sait que depuis quelques années, il est sur ce combat-là avec comme perspective en 2030 de faire en sorte qu'il y ait de l'électricité chez tous les Togolais d'ici 2030. Donc, nous n'avons que 7 ans donc pour couvrir tout le Togo en matière d'énergie. Et j'ai lu la une du confrère la semaine passée, donc qui est revenu sur ces efforts qui sont faits en ville, donc plus de 60% et reste encore dans les zones rurales où on n'a pas encore atteint les 40% donc de couverture. Il y a des efforts à faire. Le président a pris déjà sur lui de monter un plan présidentiel pour l'électrification qui est le plan CISO, qui a été renforcé récemment par le fonds Tinga, qui permet aux populations d'avoir l'électricité chez elles-mêmes quand elles n'ont pas l'argent du branchement pour payer cash. Vous venez, on vous installe l'électricité chaque mois quand vous payez les factures. Vous payez une partie de ce branchement jusqu'à ce que ce soit totalement fait. Je crois que ça a démarré dans les plateaux, c'est allé dans l'Abina aussi et dans certaines localités. Et l'idée, c'est de faire en sorte que les zones les plus reculées de l'électricité. Abbas le disait, aujourd'hui le Togo met l'accent sur les énergies renouvelables, surtout l'énergie solaire, et nous avons aujourd'hui la plus grande centrale solaire en Afrique de l'Ouest, donc qui est à Blita, et il faut encore construire d'autres, il faut couvrir tout le pays, il faut l'alimenter, et donc c'est un des plaidoyers que le chef de l'État a eu à faire. Et il faut saluer cette initiative de l'Allemagne, qui se rapproche un peu plus des pays africains, qui reste dans la logique du G20, mais qui essaie à sa manière, donc depuis quelques années, à travers ce sommet-là qui a lieu en Allemagne, donc de rassembler des investissements pour l'Afrique, pour aider l'Afrique donc dans son développement à travers les investissements concrets, des emplois, et puis on est productif, on crée de la richesse et des emplois, donc c'est important, et je pense que le chef de l'État togolais est allé là-bas pour amener quelque chose au pays dans la droite ligne de son ambition, notamment pour un Togo totalement électrifié d'ici 7 ans. Donc disons d'ici 6 ans, quelques mois maintenant, parce qu'on entend 2024 bientôt, et je pense que si on est sur cette lancée-là, d'ici 2030 ou bien avant, tout le Togo sera électrifié. Maintenant, d'autres secteurs aussi sont intéressés par ces investissements étrangers, et il faut saluer cette initiative de l'Allemagne. Oui. Est-ce qu'on peut compter sur ces investissements étrangers-là d'ici 2020-2030? Est-ce que nous sommes sûrs que si l'Afrique ne se prend pas elle-même en charge pour transformer certaines choses, que nous allons continuer à dépendre de l'extérieur? Est-ce que ça pourra aller? Oui, pour le moment, on ne peut que faire ça parce qu'on n'a pas de technologie. On n'a pas de mains qualifiées comme ça pour transformer nos propres ressources. C'est pour cela qu'à chaque fois, quand le gouvernement fait son budget, il y a des projets. Le budget, c'est de quelque chose de fictif comme ça qu'on fait, mais maintenant, il faut chercher l'argent. Et c'est à partir des projets que le gouvernement lui-même envoie aux partenaires en développement qui financent ces projets-là. C'est sur ça que nous marchons ici. Donc, on va le faire, on va toujours continuer. Après 60 ans d'indépendance, on continuera toujours pas tendre la main. En attendant que nous ayons nos propres techniciens, experts et autres là pour pouvoir transformer ce que nous-mêmes nous avons. Parce que c'est à partir de nos ressources que les pays européens se sont développés. Oui. Si on prend l'exemple de la Chine fait pour elle le Japon. Donc c'est leurs ressources. Nous aussi, un jour on peut. Il faudrait qu'on commence par là et on commence par s'affirmer pour dire que nous aussi on peut faire ceci. Parce que quand vous prenez l'exemple on mettait l'exemple l'Afrique et le Japon. Le Japon, lorsque nous étions même au collège, on nous disait que
1945, année 0 pour le Japon. Mais aujourd'hui, voilà là où le Japon est. De même, la Chine également. Il y a beaucoup de pays. Même il y a l'Arabie Saoudite. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Le Maroc. Ils sont en train de... Donc, c'est qu'un jour, nous aussi, on pourra se battre et arriver à leur niveau. Mais il ne faudrait pas qu'on reste les bras croisés et toujours continuer par tendre la main pour dire que c'est ci, cela. Mais si l'Africain ne s'affirme pas, si on ne sait pas là où on va, si on ne cherche pas à avoir des partenariats gagnants-gagnants, des partenaires locaux également gagnant-gagnant, il faut aussi développer le secteur privé. Et le gouvernement togolais a commencé par le faire. Et en développant le secteur public-privé, en créant un truc PPP, partenariat public-privé, pour permettre aussi aux investisseurs togolais de pouvoir faire quelque chose pour qu'on arrive à ne plus dire qu'on va tendre la main à quelqu'un pour transformer nos propres ressources. Et il faut développer ce qu'on fait aujourd'hui avec le développement des ressources locales, les consommations locales dont on est en train de faire. On doit continuer dans ce sens pour que nous puissions un jour développer nos propres ressources et qu'on soit là à discuter d'égal à égal avec nos partenaires. Germain, jusqu'à quand l'Afrique, et plus particulièrement le Togo, va dépendre des aides extérieures pour la réalisation de ces... Non, justement, je ne pense pas qu'il s'agit d'aide ici. Il s'agit, on dit qu'on aide, mais on parle d'investissement. Donc quand un investisseur vient, en fait, c'est pas pour vos beaux yeux, c'est pour mettre de l'argent et gagner de l'argent. Maintenant, il faut qu'il gagne, il faut que vous aussi vous gagnez. C'est là où Abbas parlait de gagnant-gagnant. Donc, ceux qui viennent ne viennent pas aider l'Afrique. Ils viennent parce que l'Afrique a des besoins. Ils aident l'Afrique à satisfaire ses besoins, mais ils sont payés. Ils gagnent de l'argent. Donc, il y a des aides au développement que les pays comme l'Allemagne nous octroient à travers leurs banques, à travers la GIZ, tout ça, c'est des aides. Mais ici, il s'agit de mobiliser des investisseurs parce qu'il y a des opportunités en Afrique. Et aujourd'hui, si la Chine est développée, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'investisseurs occidentaux dans un premier temps et ces investissements ont permis aussi aux Chinois qui étaient bien préparés, aguerris, de bénéficier d'un transfert de technologie et de se lancer eux-mêmes maintenant à faire ce que les investisseurs faisaient. Donc nous aussi, nous sommes pratiquement sur la même voie. Et donc, aller chercher des investisseurs étrangers n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, il faut aussi que des investisseurs locaux, ceux qui dans nos pays ont de l'argent, sachent aussi que c'est un business rentable pour eux et qu'ils peuvent investir aussi dans le pays et gagner, parce que l'Afrique, c'est vraiment un continent vierge, c'est un continent où beaucoup de choses sont à construire, beaucoup de choses sont à faire et donc il y a de l'argent à se faire. Donc après, un investisseur, c'est pas quelqu'un qui vient vous aider, c'est quelqu'un qui vient vous aider à régler un problème et qui gagne de l'argent en retour, qui met des moyens, qu'ils soient financiers ou techniques, et qui en retour donc entre dans ses fonds et fait des bénéfices. Donc nos pays sont allés, on parlait de la centrale solaire tout à l'heure à Blita, ce sont des investisseurs arabes qui ont permis l'implantation de cette centrale-là. Elle est pour le Togo, mais on va payer, le Togo va payer tout le coût. Donc aujourd'hui, puisqu'on n'a pas de l'argent cash pour faire certaines choses, il faut chercher des investisseurs, il faut aussi passer par des privés aussi. Aujourd'hui, le constat est clair que les privés ont beaucoup d'argent et donc, comme le disait Abbas, il faut passer par les partenariats publics-privés pour faire un certain nombre de choses. Maintenant, l'Afrique est riche, les opportunités sont réelles et on peut aller à ces investissements. Vous verrez même de grands pays comme les États-Unis, il y a des investissements étrangers. Les Chinois ont beaucoup investi aux États-Unis, les Japonais ont beaucoup investi, les Coréens ont beaucoup investi. Donc, là où on peut faire des affaires,
on investit et il faut faire en sorte que nos continents soient des continents qui attirent les investisseurs pour qu'ils viennent mettre leur argent, qui permettra de créer des richesses et des emplois. Mais encore une fois, comme vous l'avez dit, il faut que les nationaux aussi se lancent dans l'investissement. Il ne faut pas qu'on laisse seulement les étrangers venir faire l'argent chez nous. Il faut que nous aussi, nous rentrons dans le jeu pour nous faire de l'argent. D'accord. Il y a un secteur dont on parle peu ou presque pas, mais très vital pour la vie humaine, permettez le pléonasme, c'est l'eau. Je ne sais pas quelle a été la place qu'a occupée ou qu'occupe l'eau dans les rencontres. J'ai comme l'impression que ce secteur-là est le parent pauvre des politiques nationales, l'eau. Non, je ne pense pas que c'est oublié dans les rencontres. Si c'est oublié, on ne devait pas voir les efforts que le Togo est en train de faire actuellement pour que toutes les contrées aient de l'eau en qualité. Et vous avez vu comment le nouveau ministre général Yak, qui a été nommé à ce poste, aussitôt il s'est lancé dans un projet pour voir comment les gens ont travaillé auparavant et comment se fait-il que les Togolais n'ont pas jusqu'à ce jour une eau de qualité. C'est ça. Donc lui-même il est sur le terrain, il fait le constat. Donc je ne pense pas que ce soit oublié dans les rencontres. À chaque rencontre, son thème. Si on décide de parler de l'environnement, on parle de l'environnement, on décide c'est l'énergie. Pour cette rencontre, c'est l'énergie qui était sur la page. Donc ça, à chaque rencontre, c'est le thème sur lequel les gens travaillent. Sinon, il y a des rencontres sur l'eau pour voir la qualité d'eau que nous, chez nous en Afrique et particulièrement au Togo, est-ce que nous avons une qualité d'eau? Les besoins d'eau sont... Est-ce que nous avons aussi des besoins en eau? Et il y en a beaucoup. Parce qu'on a des problèmes de raccordement, tout ça là, les gens déposent même les dossiers pour se faire mettre de l'eau, amener de l'eau dans leur maison, il y a des problèmes. Mais aujourd'hui, vous allez voir que dans des villages où avant on criait qu'il n'y a pas d'eau, on a fait tout pour avoir les châteaux, les forages pour alimenter ces villages. Donc ça permet d'alléger la tâche et la corvée d'eau à nos femmes dans les villages, à nos mamans qui sont dans les villages, qui font même 15 à 20 km pour trouver un seau d'eau et ramener à la maison. Je pense que les efforts sont en train d'être faits là-bas. Les efforts sont en train d'être faits et je souhaite que Monsieur le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, le général, fasse un tour à Téticopé là pour se renseigner de ce que est devenu un projet d'adduction d'eau lancé il y a, je crois c'était en 2021 ou 2020 par là, et certains quartiers ont été servis. On a mesuré, pris des marques dans bien d'autres, et depuis ce temps on n'entend plus rien. Qu'est devenu ce projet? Je crois qu'il y a lieu de circuler encore, de continuer par circuler sur le terrain pour voir à quel niveau ça cloche. Nous allons changer de sujet. Les corollaires de l'affaire de vol de 400 millions au domicile d'un ministre continuent d'alimenter la polémique au point où la société civile et certains partis politiques ont rejoint la presse pour demander la libération pure et simple de nos deux confrères détenus pour leurs écrits et propos. Mais on dirait que Germain l'ont pris dans le vent, n'est-ce pas, depuis, puisque ça fait à peu près 2 semaines à peu près, que bon, les cris et les lamentations ne cessent, mais rien. Bon, je ne pense pas qu'on crie dans le vent ou qu'il n'y a rien. Peut-être que les lignes vont bouger d'ici peu. En même temps, n'oublions pas qu'il s'agit d'une affaire dont s'est saisie la justice. Et pour pouvoir l'arrêter, il y a des procédures. Donc, les avocats peuvent faire une demande
de liberté provisoire sous caution, sous conditionnel, soit le plaignant peut retirer sa plainte. Et donc, il y a plusieurs procédures pour que nos confrères soient libérés. Après, nous, au nom de la liberté d'expression, on pense que les journalistes n'ont pas leur place là-bas et on appelle à leur libération. Maintenant, peut-être aussi dans la façon dont on réclame ou on appelle à leur libération, il manque de la manière. Parce que tant que cette affaire n'est pas jugée, on ne saura pas qui a tort, qui a raison. Et on ne peut pas d'emblée dire que le ministre a tort, mais on est un peu choqué que nos confrères sont en prison et donc on demande leur libération. Après, à partir du moment où on ne connaît pas le fond et que le temps presse et qu'on ne veut pas dire, bon, jugez-les s'ils sont innocents, il faut les libérer s'ils sont coupables. Non, nous on a envie que leur soit appliqué le code de la presse qui ne prévoit pas la peine d'emprisonnement dans ce genre de situation. Donc on aurait bien voulu qu'on les laisse et qu'ils puissent se rendre aux besoins devant le juge. Donc aujourd'hui c'est le travail que la presse essaie de faire et continue de faire, c'est d'amener le plaignant donc à accorder sa clémence, il faut le dire clairement comme ça, pour que nos confrères sortent. Parce que vous savez un peu les lenteurs judiciaires dans nos pays. Si on dit bon, il faut qu'on les juge, on ne sait pas quand est-ce qu'ils seront jugés, s'il faut laisser poursuivre la procédure, ça peut prendre du temps. Et nous, on pense que vraiment ils n'ont pas leur place en prison. Et nous prions le plaignant, le ministre ADJ, donc de pouvoir envisager sérieusement la possibilité d'un retrait de la plainte et qu'on ne nous dise pas après que la procédure est lancée, que le procureur veut poursuivre comme dans certains cas et pour qu'il puisse se libérer. Justement, oui, Abbas, vous l'avez référé, ne sont-ce pas ces voix qui s'élèvent de ça et là qui radicaliserait le plaignant à retirer ses plaintes? Non, bon, il faut. On ne demande pas grand-chose. Un journaliste, ce n'est pas un criminel. Pour que moins de choses, on l'envoie en prison parmi les criminels. Le journaliste n'a que son micro et son bic. Donc, on ne comprend pas. Ce que nous voulons, c'est que la place de ces deux journalistes-là, ce n'est pas en prison. C'est à la maison. Ils peuvent rester à la maison. Oui. L'affaire, sur son cours normal, on les invite ou on les convoque. Le juge d'instruction les convoque, ils viennent, ils répondent volontiers. Que d'être en prison, on les sort et puis ils vont chez les juges d'instruction. Qu'est-ce qu'ils ont à faire là-bas? Parce qu'ils nous ont donné toutes les garanties possibles. Et les organisations de presse sont en train de se battre pour aboutir à ça. Elles se portent garantes pour que les confrères soient là et répondent, ils quittent la maison pour aller répondre devant le juge d'instruction. On ne voit pas la raison pour laquelle on va toujours les garder en prison. Ce n'est pas des criminels. Donc les démarches sont en train d'être faites. Et je suis sûr, on est Dieu, par la grâce de Dieu, que ça aboutira. Les organisations ne sont pas restées les mains croisées. Ce n'est pas le fait de dire qu'on fait publier des communiqués. Non, ça c'est autre chose. Mais justement, nous avons sur ce plateau un responsable d'une organisation, l'une des plus grandes de la presse togolaise, le Conseil national des patrons de presse. Et je voudrais bien voir qu'est-ce que le CONAP, depuis le début de cette affaire, fait publiquement ou dans les coulisses pour que nos deux confrères, comme nous le souhaitons tous, retrouvent leur liberté le plus tôt possible. Que fait CONAP? Je l'avais dit, si nous agissons, c'est beaucoup plus dans les coulisses. Ça ne sert à rien de faire de la publicité pour des actions qui n'ont pas
connu de fruits qui n'ont pas de suite rose. Notre objectif, ce n'est pas d'expliquer aux gens ce qu'on fait, mais c'est d'atteindre. L'objectif, c'est de faire en sorte que nos confrères soient libérés. Bon, j'ai été surpris, j'ai vu un type la dernière fois qui était sûr que nous ne sommes pas allés voir nos amis en prison. Je lui avais tout simplement dit qu'est-ce qu'il en savait, puisque nous, on n'a pas fait de communiqué, on n'a rien dit. Mais malheureusement pour lui, nous étions les premiers à voir nos amis à la BRI et même à la prison le même jour. Donc, c'est devant nous, ils ont été transférés. Nous les avons rejoints à la prison. On a échangé même avant l'arrivée de leur avocat. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça, ce n'est pas à nous de dire ce qu'on fait, surtout qu'on n'a rien obtenu pour le moment. Mais il n'y a pas que nous qui faisons des choses en silence. Il y a beaucoup, même des gens plus importants que nous, qui sont engagés dans cette bataille-là. Mais encore une fois, moi je crois que c'est dans la distraction qu'on peut être efficace. Il y a certains qui défendent nos confrères à leur manière, mais comme vous posiez la question tout à l'heure, vous savez, quand vous demandez à quelqu'un de retirer sa plainte, vous ne l'obligez pas à retirer sa plainte. C'est une requête que vous lui formulez et vous ne pouvez pas demander pardon ou demander des choses sur quelqu'un en le narguant ou en l'insultant ou en s'adressant à lui de façon impolie ou en le menaçant ou en l'injuriant et tout ce à quoi on assiste. Je comprends que certains sont fâchés, mais ce n'est pas la meilleure des manières d'aider nos confrères qui sont en prison parce que nous tranchons à la place de la justice, nous prenons des positions qui n'arrangent pas nos plaignants parce que qui contribuent plutôt à exacerber les choses. Vous savez, nous ne sommes pas dans la peau du plaignant, on ne sait pas ce qu'il ressent qu'on dise qu'on a volé 400 millions chez lui. Donc on n'en sait rien et donc il faut aller doucement et pour aider surtout nos confrères, pas pour ménager le ministre parce qu'on ne sait véritablement rien de tout ce qui est fait là-bas en termes de sommes volées et donc moi je prierai tous ceux qui aiment bien les deux journalistes qui essaient de les défendre à leur manière de tempérer le ton. Parce qu'aujourd'hui, le temps est à l'apaisement, il faut apaiser tout le monde, il faut apaiser nos confrères qui souffrent, mais en même temps, il faut apaiser aussi le plaignant qui doit sans doute aussi souffrir de cette affaire-là et faire en sorte qu'il retire sa plainte et qu'il libère nos amis. Donc après, c'est trop de publicité, on a vu des gens venir de l'extérieur, faire du tapage et un certain nombre de choses. Non, je pense qu'ils gagneraient à faire les choses discrètement, à travailler. On a vu par le passé des confrères dans les mêmes situations qui ont été libérés et qui ont remercié ceux qui les ont aidés à sortir. Et dans leurs remerciements, ils ont donné des noms que personne n'a imaginé qu'ils étaient à la base de leur libération. Donc moi, je crois que c'est comme ça qu'on peut aider des gens qui sont en difficulté. C'est de travailler, de prier, de travailler à ce que ça se fasse, plutôt que de faire des sorties qui nous mettent beaucoup plus en vedette que ne règlent le problème. On ne fait pas une sortie pour qu'on sache qu'on a fait une sortie, mais on fait une sortie pour qu'elle atteigne un objectif. C'est pas pour nous-mêmes, c'est pour nos confrères. Alors nous, on essaie et on n'est pas les seuls. Il y a pratiquement toutes les organisations de presse qui travaillent ensemble sur ce dossier-là. On espère que le ministre saura comprendre notre cri. Il faut libérer nos deux confrères. C'est notre souhait le plus ardent, le plus absolu, et nous prions, continuons par prier dans ce sens pour que dans les tout prochains jours à venir, que nos deux confrères puissent retrouver leur liberté afin que la presse continue par nous nourrir de leur publication, de leur évangile et autres.
Ceci nous amène à un autre sujet. Une structure est là, nous saluons la présence de Germain sur ce plateau, sa qualité du président du Conseil national des patrons de presse. Une structure, par votre truchement Germain, nous a conviés à un dîner de gala pour le lancement d'un projet sur l'intelligence artificielle prévu pour pour démarrer début mars 2023. Nous n'y étions pas, nous n'avions pas pu faire le déplacement. Mais vous étiez invité quand même. Oui, nous étions invités, notre organe de la GESPER, mais en personne, je n'avais pas pu faire le déplacement. Mais de quoi s'agit-il l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, de ce que je sais, depuis la formation qui nous a été donnée il y a 8 ou 9 ou 8 jours aujourd'hui, c'est un peu cette capacité de la machine à faire certaines choses que l'homme peut faire de façon très réfléchie, de façon très rapide, même beaucoup plus rapide que l'homme. Et donc aujourd'hui, voilà, on a doté la machine d'une intelligence qui n'est pas l'intelligence humaine, mais qu'on appelle l'intelligence artificielle et qui permet de faire plusieurs tâches que l'homme fait. Et donc, c'est dans tous les domaines. Est-ce que vous n'êtes pas en train de fabriquer l'homme comme ça et comme ça, Dieu va disparaître? Non, c'est Dieu qui a permis à ces savants-là de fabriquer toutes ces machines-là. Donc, tout ce qui existe sur Terre, même si ça n'a pas été directement créé par Dieu, ça a été créé par Dieu indirectement parce que c'est Dieu qui a donné l'intelligence et le talent donc de pouvoir le faire. Et c'est quelque chose qui vient remplacer l'homme dans certaines tâches, surtout répétitives, des tâches qu'on peut exécuter de façon répétée, rapide. La machine peut le faire beaucoup plus rapidement et libérer l'homme pour qu'il s'occupe d'autres choses. Maintenant, après, c'est vrai, il y a des inquiétudes. Hein. On a vu... Est-ce qu'on ne va pas assister à des licenciements? Voilà. Comme par exemple 12 ici à la TV2. Est-ce que une seule personne ne suffira pas? Oui. Et les autres vont devenir quoi, par exemple? Voilà, oui, il y a cette crainte-là. C'est l'intelligence artificielle, c'est l'ère du travailleur augmenté, comme on dit. Et ailleurs, ça fait qu'il y a des licenciements. Vous savez que la dernière fois à Hollywood, qui est la plus grande industrie cinématographique, on a vu des acteurs et des réalisateurs faire une grève parce que l'intelligence artificielle a fait qu'aujourd'hui on peut faire un film sans acteur et sans réalisateur. On dit qu'on voit un film, on vous voit, vous Eric, vous jouez, mais vous n'avez jamais été sur le tournage de ce film-là. Donc, c'est possible. Et les autres dangers aussi, c'est que vous pouvez vous voir peut-être aux États-Unis en train de faire quelque chose, alors que vous n'avez jamais mis pied là-bas. Mais vous verrez, la personne est comme vous, parle exactement comme vous, réfléchit comme vous, parce qu'on lui intègre, on peut déjà lui envoyer une de vos émissions. Il suit l'émission, il prend votre voix, il voit votre façon de poser des questions, et il va faire l'émission. Donc tout ça là, ça inquiète par rapport au licenciement, c'est vrai, mais surtout par rapport au mauvais usage qu'on peut faire de l'intelligence artificielle. Et c'est là où l'éthique intervient, parce que c'est une technologie révolutionnaire qui va chambouler tout dans tous les secteurs. Et beaucoup sont réticents pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Mais c'est inévitable. Et le formateur qui nous a fait cette immersion-là nous expliquait que l'intelligence artificielle, c'est un peu comme la voiture. Et la première fois que la voiture est arrivée, ceux qui utilisaient les charrettes et les chevaux pour faire des transports étaient opposés. Ils disaient non, c'était quelque chose de bizarre, compliqué, mais la voiture s'est imposée. C'est comme le couteau qu'on peut utiliser pour couper des légumes, couper des fruits, mais qu'on peut aussi utiliser pour poignarder quelqu'un. C'est un peu comme
tout ce qui existe dans le monde qu'on peut utiliser, voilà, pour faire le bien ou le mal. Maintenant, il faut que très vite l'éthique s'invite donc dans cette affaire pour que ceux qui ont accès ou ceux qui utilisent l'intelligence artificielle le fassent de façon responsable pour que cette intelligence artificielle-là soit au service de l'humain. Et là, nous tenons, si vous le permettez, à remercier particulièrement Togolais, qui est le docteur Maurice Malik Mouzou, qui est le premier docteur en intelligence artificielle au Togo et qui est le coordonnateur du Conseil international de l'intelligence artificielle qui s'appelle CONIA, qui a bien accepté de nous offrir cette formation-là à la presse. Il y a 70 journalistes venus des 5 régions du pays, qu'ils soient du public et du privé, quelle que soit leur obédience politique également, et qui ont bénéficié de cette première formation. Il y en aura d'autres pour d'autres journalistes, et ceci en prélude, vous le disiez, donc du lancement de la semaine de l'intelligence artificielle au Togo, qui est prévu dans plusieurs secteurs, qui réunira plusieurs experts, plusieurs universitaires, chefs d'entreprise, des demandeurs d'emploi et autres, et ça sera du 19 au 23 mars 2024. On attend de voir ce que ça va donner. Abbas, intelligence artificielle, vous étiez au gala, au dîner? C'était à la formation. Oui, c'était à la formation. Oui. Comment vous avez... Oui, c'était intéressant parce que c'est la première fois que nous découvrons, on nous explique ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors que normalement, on faisait certaines choses sans savoir que c'est de l'intelligence artificielle. Par exemple, quand vous prenez avant le paiement des factures à la société, maintenant on fait ça, vous tirez ça à la maison, tu paies. Pas à travers une machine, à travers un... Donc l'intelligence artificielle, ça requiert beaucoup la connexion. Il faudrait, nous avons une bonne connexion, une connexion fluide, ça nous permet d'effectuer les petits travaux, les petites choses que nous-mêmes, tu te déplaces pour aller faire quelque part. Avant, tu vas aller dans les transactions monétaires, vous allez voir que les gens sont alignés dans les guichets de banque, dans les guichets même des agences de CET pour payer, pour payer. Mais maintenant, tu es à la maison, tu effectues ton paiement. Tu es à la maison, tu prends même ta carte, tu vas aller retirer ton argent sans faire la queue. Donc, c'est des choses qu'on faisait auparavant, qu'on ne savait pas. Maintenant, avec les explications qu'on a données, il y a beaucoup de choses qui vont venir s'ajouter, qui s'ajoutent. Et on sait que le monde est en train d'évoluer. On doit s'adapter. On doit s'adapter à ce monde, à ces genres de choses qui sont en train d'arriver. Donc, ce n'est plus autant classique où on utilise les choses traditionnelles. Donc, il faut qu'on s'adapte à ça. La formation, je l'ai suivie, c'était très très intéressant. Et des évaluations qu'on a faites, nous avons exprimé notre satisfaction par rapport à cet atelier de formation. D'accord, nous souhaitons bon vent au projet et ça nous rappelle cette... Et je vais remercier le CONAP qui a beaucoup réfléchi pour initier ce genre de projet aux journalistes, pour que les journalistes comprennent mieux ce que c'est, puisque c'est en train d'arriver au Togo. Je pense que si je vais parler sous le contrôle du GMS, si on doit être le 5e pays africain dans lequel où cette intelligence artificielle est en train d'être installée. Donc, à nous, on nous a formés, à nous d'expliquer mieux aussi à nos concitoyens ce que c'est que l'intelligence artificielle. Ça me rappelle cette déclaration d'un philosophe qui a observé vraiment la science dans ses prouesses et a déclaré qu'il ne manque qu'un supplément d'âme à la science pour fabriquer l'homme. Et on se rappelle aussi cette pensée d'Emmanuel Mounier qui dit que l'homme, grâce à la technique et à la science, l'homme deviendra maître et possesseur de la nature. C'est Karl Marx qui l'a dit. Et Nietzsche avait peur aussi, dans les mêmes perspectives, que la science ne tue Dieu pour fabriquer l'homme elle-même. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Non, mais il n'y a pas de crainte. C'est Dieu qui a voulu que l'homme règne sur tout ce qu'il a créé et il lui a donné les moyens. Maintenant, il faut beaucoup d'éthique
et de responsabilité dans toutes les découvertes humaines. Merci. On va au sport à présent. Togo 0, Sénégal 0. Voilà le score ayant sanctionné le match très attendu par le peuple togolais mardi dernier lors de la deuxième journée des éliminatoires du mondial 2026. 2 matchs, 2 points au lieu de 4 ou 6. Et pourtant, on a vu une équipe des Hyperviers très en forme, surtout à la défense et en milieu du terrain, surtout un gardien des buts très athlétique qui à lui seul aurait fait 60% du jeu. Nos Hyperviers pouvaient faire la différence et faire jubiler tout le peuple togolais, mais hélas, leur nette domination ne va se résumer qu'à un nul et vierge. 2 matchs, 2 points. Paulo Duarte et ses poulains vont-ils nous obliger à sortir nos calculatrices? Point d'interrogation. Ils ont fait rêver le public tout au long de ce match et pourtant ce ne sont pas les occasions qui ont manqué, surtout dans les 15 dernières minutes et dans les arrêts de jeu où ils ont mordu contre le poteau et voyagé dans les airs à quelques centimètres des filets. Voilà mon petit commentaire après avoir suivi de bout en bout et regardé de bout en bout ce match grâce à nos confrères de New World TV que je salue au passage. 2 points en 2 matchs avec tout ce que vous avez vu. Les Togolais peuvent-ils jamais déjà commencer vraiment par jubiler, par rêver? Vous avez fait un très bon résumé de ce match avec tous les détails et quand vous parliez, moi je voyais certaines images de ce match que j'ai suivi, pas intégralement, il faut l'avouer, mais j'ai vu tout l'engouement qu'il y a eu autour, comment les Togolais se sont mobilisés pour ce match-là et comment, même s'il y a une petite déception, parce qu'on pouvait gagner ce match, il y a quand même beaucoup de satisfaction, parce que le Togo joue quand même face aux champions d'Afrique en titre, face à un mondialiste aussi qui n'a pas fait piètre figure. Donc ce n'est pas une petite équipe, le Sénégal avec toutes les grandes stars internationales. Donc cette équipe-là jouait avec les Éperviers qui sont dans une nouvelle étape de reconstruction. Et ne pas prendre de but et maîtriser ce match-là et même par moments tenter donc de prendre le dessus sur les Lions du Sénégal, c'est plutôt magnifique, hein. Ça donne de l'espoir. C'est une petite déception en se disant qu'on pouvait. N'oublions pas que c'est une grande équipe qui était en face du Togo et que faire un match nul, même sur nos propres installations, est déjà assez grand. Et ça donne de l'espoir. Je crois que aujourd'hui la réconciliation reprend progressivement avec le public, avec le match auquel on a assisté. Et on espère que notre équipe va rester un peu sur cette trajectoire-là, avec cette prise de confiance en elle-même, avec cette nouvelle façon de diriger l'équipe, avec le sélectionneur, vous avez dit. Et on espère que les prochains matchs, on aura la même qualité de jeu et que le Togo pourra surprendre dans cette phase-là. Abbas, nous avons vu un Sadio Mané à un moment donné remuer la tête, comme pour dire c'est pas facile. Oui, il n'en revenait pas. Mais avant toute chose, vous saluez la mobilisation du public sportif qui est en train de faire confiance en son équipe. Renouveler sa confiance, parce que ce n'est pas seulement le match du Sénégal. Quand vous prenez le match Togo-Soudan, et Soudan-Togo à Benghazi qui s'est joué,
c'est là que les Togolais se sont dévoilés. D'abord, ils ont commencé par se révéler avec le match Cap-Vert-Togo, où ils étaient menés par 2-0. Ils ont pu faire la remontada pour aller prendre le match, gagner ce match-là. Donc, et depuis ce match-là, les choses ont commencé par changer au niveau de l'équipe du Togo, les éperviers du Togo. Et on voit que l'entraîneur, le coach Douarté, est en train de mettre une touche dans le jeu des éperviers. Parce que quand vous voyez les distributions de balles, comment le milieu est positionné. Oui. Aujourd'hui, la tactique utilisée, c'est 2-5-3. 2-5-2 et 3 qui gênent surtout l'adversaire. Et c'est pour cela que Sadio Mané a remis la tête. Parce que l'autre qui l'a pris, c'est un vieux loup. C'était Alexis Romao. Donc c'est lui qui s'est chargé de Sadio Mané. Et il ne pouvait pas évoluer comme il le voulait. Parce qu'on l'a bien calculé. Donc, même quand tu vois les commentaires au Sénégal, c'est que ils ont dit que face à ce match, face au Togo, le Sénégal n'avait pas le droit de faire un match nul contre le Togo. Ils oublient que les matchs Togo-Sénégal, Sénégal-Togo n'ont jamais été faciles. Voilà, pour le Sénégal. Pour le Sénégal. Le Sénégal, c'est là-bas qu'on allait éliminer le Sénégal en 2006. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et ce qui reste, c'est de travailler les avant, les buteurs. Voilà. C'est là qu'il reste. Sinon, la dernière fois, le Sénégal allait prendre 5-0 qu'on ne criait pas garde. Puisque, non, c'était une domination nette. Le Togo a dominé son jeu. Vous avez, le Sénégal venait de battre le Soudan du Sud 4-0 avant d'arriver ici. C'est un Sénégal très très remonté, puisque vous voyez, le Sénégal, ce n'est pas une petite équipe. Match amical contre le Brésil. Le Sénégal a battu le Brésil 4-2. Et le Togo tenir tête à cette équipe championne d'Afrique, au sein de laquelle il y a le ballon d'or africain. 1-1. C'est pour cela que le public n'a pas beaucoup commenté. C'est que le premier match contre le Soudan, ils ont commencé par dire que pourquoi c'est raté. On devait aussi battre le Soudan là-bas par 3-0. C'est pourquoi j'ai parlé, soit ça devait être 4 ou 6 points. Oui. Voilà. Mais pour le moment, je pense que notre objectif, ce n'est pas le mondial. Mais ça vient, on va prendre. Oui, on va prendre. L'objectif, c'est de préparer le match pour la prochaine CAN de 2025. De reconstruire. Parce qu'après 5 ans que l'équipe a été décimée, il fallait la reconstruire. Et Douarté avait le contrat, c'est-à-dire l'objectif, c'est de reconstruire cette équipe. Et il l'a fait en 2 ans. En 2 ans, ce n'est pas que l'équipe est ensemble, fait le match, qu'on fait le championnat. C'est lorsqu'il y a des matchs qu'on convoque les joueurs venir jouer. Donc, mais il a fait de son mieux. Moi, je faisais un débat avec un ancien joueur burkinabé. Il nous a dit, le Togo n'a qu'à bien tenir Paolo Douarté. C'est lui qui a formé l'équipe burkinabé qui a un niveau actuellement. Et que si le Togo tient bien Douarté, c'est que le Togo sera meilleur plus que toutes les équipes en Afrique ici. Et c'est ce qu'il est en train de démontrer. Ce qu'il y a à corriger, ils vont le faire. Et la nomination de Koubadia Kader, à côté de lui, comme son adjoint, Koubadia Kader qui était un buteur, c'était le meilleur buteur même de la CAN et des éliminatoires de 2006. C'est le meilleur buteur. Le premier buteur même du mondial. C'est lui. Donc si on l'amène, c'est à raison. Au mondial 2006, c'est lui seul qui a marqué. C'est le seul buteur. Oui, au mondial, oui, contre la France. Mais les éliminateurs, c'est Adebayor qui est le meilleur buteur. Les éliminateurs, non. Même quand on classe les buteurs, c'est Koubadia Kader qui est le premier buteur. Le meilleur. Il est le meilleur buteur, malgré que Adebayor nous a qualifié, a fait
plus de 11 buts, Oui. mais l'autre est supérieur au-dessus de Adebayor, Kader est au-dessus. Donc quand on l'a mené, il a fait des déclarations également, il a dit que lui va se battre pour donner ce qu'il a donné aux buteurs. Il faut les former. Oui. Il faut savoir comment jouer devant le gardien. Mais seulement il faut aussi saluer le gardien Togolais. Mendy, le gardien sénégalais. Le gardien sénégalais. Le gardien sénégalais qui a sauvé Oui. beaucoup, qui a sauvé les Sénégalais. Sinon, les dernières minutes, vous avez vu comment. Ça dit, il est un gardien de grande classe. Il a fait la plus grande partie. Il a fait la plus grande partie. Mais notre gardien, je crois que on n'a pas suffisamment commenté sur lui, mais je crois que nous avons trouvé maintenant. On est en train de trouver quelqu'un qui va remplacer Agassa aussi, oui. Et Nbombé Wake, etc. Dans tous les cas, je crois que même l'équipe dans son ensemble est en train d'être reconstituée. Et comme vous l'avez dit, je crois que Kader à côté de Duarte. Et la reconduction de Paulo Duarte comme entraîneur, on l'a reconduit en tant qu'entraîneur, puisqu'il avait fini son mandat. Oui. Les gens progressaient, pourquoi il n'a pas produit des résultats, on le ramène. Il est en train de se venger. De se venger. Voilà, et pour terminer donc, on attend de voir ce que va donner cet exercice de débat contradictoire initié par l'Assemblée nationale vendredi dernier entre les premiers responsables de la Cour des comptes et le gouvernement. Les avez-vous suivi, Germain? Vous avez suivi? Oui, le grand déballage vendredi. On a suivi à la télévision. C'est un bon exercice. Il fallait le faire, mais après, je crois aussi que les Togolais attendaient un peu plus de cet exercice-là. Mais pour moi, c'est un début, ce premier rapport de la Cour constitutionnelle et de la Cour des comptes plutôt, qui a été rendu public et qui a causé ou qui a amené d'abord un premier temps les députés à aller s'expliquer devant amener les ministres à s'expliquer devant les députés et a donné aussi une suite à cette affaire avec la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire suivie donc de l'exercice auquel on a assisté hier. Même si les Togolais ne sont pas ou attendaient mieux, c'est déjà un bon début. Je crois que désormais, tous ceux qui auront à gérer les deniers publics sauront que on le gère avec à la fin l'obligation de rendre des comptes, qu'il faut toujours respecter les procédures. On a suivi un peu les procédures de passation de services qui ont manqué et que le gouvernement a tenté d'expliquer par l'urgence du moment. Mais je crois que c'était plutôt une bonne chose que ça se passe comme ça et que très prochainement, ceux qui gèrent l'argent public sachent qu'ils doivent le gérer avec beaucoup d'honnêteté, de transparence et surtout qu'ils auront à rendre compte. Abbas, est-ce qu'on peut espérer une lumière enfin sur cette affaire de gestion Covid-19? Lumière, mais ça va être un peu compliqué parce que les débats qui sont déroulés à l'Assemblée nationale ont été houleux et il n'y avait pas une clarté comme ça qui s'est dégagée, puisque là le ministre Sani Aya disait que il n'y avait pas de problème, puisque les gens ont repris ce qu'ils sont allés défendre dès que le rapport est tombé à l'Assemblée nationale, ils sont allés défendre là. C'est la même chose jusqu'à ce que le ministre dit ils sont certaines pièces justificatives pour montrer que ça. Vous avez vu le président de la Cour des comptes, le responsable de la Cour, celui qui était là, a dit mais tout ceci là n'aurait même pas dû avoir lieu si le débat qu'ils sont en train de suivre maintenant avait eu lieu auparavant. Si les ministres avaient répondu aux convocations
de la Cour des comptes pour voir comment les choses sont passées. Parce qu'il y a certains qui ont refusé même de répondre. Il y a beaucoup de ministres qui n'ont pas répondu aux convocations, aux demandes de la Cour des comptes. Ça ne serait pas passé. La Cour des comptes aurait fait son rapport, puisque finalement on dit que la Cour des comptes n'a pas suivi les procédures. Quelle procédure elle n'a pas suivi? C'est pour cela que nous avons insisté sur le fait que les députés, cette commission parlementaire qui est mise en place, les 27 députés sont face à l'histoire. Ils doivent faire tout pour nous ramener la vérité, la lumière sur cette affaire. Et si ce n'est pas fait, c'est qu'ils n'ont pas fait leur travail. Puisque on ne peut pas comprendre que parce que quand pour la première fois le gouvernement était arrivé au Parlement, ils ont applaudi. Ils ont applaudi. Et après, c'est les mêmes qui ont applaudi qui mettent en place une commission parlementaire d'enquête. Que s'est-il passé entre temps? Que s'est-il passé entre temps? Et c'est la pression des partenaires parce qu'il y a les partenaires qui ont mis l'argent pour qu'on lutte. Il y a la BAD qui est là. Et il y a beaucoup qui ont mis l'Union européenne, tout ça là, qui ont mis l'argent. Il faut voir la réalité parce que la Cour des comptes a dit qu'il y a eu des mauvaises pratiques qui ont été faites. Et si ces mauvaises pratiques ne sont pas mises au grand jour, comment se fait-il qu'on va après, on revient, on dit que... Donc aujourd'hui, il y a eu une confrontation entre la commission, la Cour des comptes et les ministres qui sont impliqués. Il y a eu on nous a dit qu'il y aura un rapport qui sera fait et présenté à la plénière. On attend ce que le rapport là de cette commission et la présidente de cette commission c'est Madame l'ancienne ministre Legezi Balokoui. Donc on l'attend, les Togolais attendent de pied ferme parce que nous on les a mis face à leur histoire pour que demain si la vérité sort, on dit que les gens là ils ont bien travaillé. Mais s'ils couvrent la vérité, ils ont trahi le peuple. Ça ne se pardonnera pas comme ça. Très bien, c'est le 8 ainsi donc. On attend de voir dans les jours à venir ce que l'Assemblée dira, ce que la Cour des comptes dira ou fera, ce que le gouvernement dira ou fera, et ce que la presse verra et dira. C'est dans ça on n'a pas menacé la presse. Non, on va plus la menacer. Et je crois que la lumière est en train de se déployer. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci très sincèrement pour votre disponibilité, pour avoir accepté de répondre à cette invitation et félicitations pour votre éclairage sur des sujets abordés. Merci à tous les fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis de par le monde. Merci à l'équipe technique, Amouzou Messan, Alexandre Tchaline. Vous étiez Abbas Issaka, patron du journal Le Mania Libéré. Germain Pouli, double casquette, patron du journal Togo Réveil. Et puis le désormais président du Conseil national des patrons de presse. Je suis Eric Tanandé, le prince héritier de la BINA. J'espère vous retrouver le dimanche prochain en bonne et due forme par la grâce de Dieu. Que la semaine se termine bien pour chacun. Bon retour à vous, chez vous, dans vos rédactions respectives et bien de choses, à vos collaborateurs. Nous sommes inspirés par la pensée de Nozick aujourd'hui qui nous dit l'égalité pour tous n'est possible que si l'État s'abstient de toute intervention. Seul un État minimal est compatible avec la justice. L'égalité pour tous n'est possible que si l'État s'abstient de toute intervention. Seul un État minimal est compatible avec la justice. C'est de Nozick. Bonne méditation. À dimanche prochain.